bienvenue dans le 56cast numéro 71 où nous allons parler, vous l'avez deviné car j'ai à côté de moi Adrienne Charmet, bonjour. Bonjour. De loi antiterroriste encore, toujours de surveillance et de la campagne Respect My Net qui parle de neutralité du net et qui, à laquelle participe la Quadrature du net dont tu nous viens tout direct ce matin. Exactement. Mais d'abord, on va parler un petit peu de l'actu, parce que pour la première fois, une Google Car s'est payée une autre voiture, et ça la fout mal. Alors Google, donc en Californie, a un pool de 23 voitures appelées des Lexus qui font tourner de manière autonome. C'est leur fameuse voiture sans chauffeur et ils les testent, ils les retestent. Et jusqu'à présent, tout s'était bien passé. On disait que c'était des super voitures parce que quand elles ont un doute, elles s'arrêtent et elles ne font rien, donc elles sont extrêmement sûres. Sauf que là, pour la première fois, il y a eu une collision entre une voiture sans chauffeur de Google et un autobus. C'était le 14 février sur une route de Mountain View, la ville de Google. Et Google a reconnu avoir une responsabilité dans l'accident parce que, je cite, « Si notre voiture n'avait pas bougé, il n'y aurait pas eu de collision. » Donc c'est que c'est de leur faute. Alors ce qui s'est passé, il y avait un carrefour apparemment un peu compliqué. Il y avait des sacs de sable par terre. La voiture a vu les sacs de sable. Du coup, elle a fait « Oh là là !» Elle s'est arrêtée. Elle a laissé passer plusieurs véhicules avant elle. Ensuite, elle s'est dit « Ça doit être à moi ». Elle s'est glissée dans la voie centrale. Et là, il y a un autobus qui est arrivé à l'arrière. Le conducteur, parce qu'il y a toujours un conducteur dans la Google Car qui vérifie que tout se passe bien, a vu arriver l'autobus dans le rétroviseur. Il s'est dit, mais l'autobus il va s'arrêter parce qu'il a bien vu que la voiture avait commencé à avancer. La voiture, dans son petit cerveau électronique, a dû se dire pareil, l'autobus va s'arrêter parce qu'elle, elle ne s'est pas arrêtée. Et boum. Alors c'est pas très grave parce que le bus, il allait à 25 km/h et la voiture, elle est à 3 km/h. C'est vraiment pas une faux folle dans la voiture, mais toujours est-il qu'il y a eu contact et il n'y aurait pas dû, et ça va pas aider Google à plaider sa cause, parce qu'en fait, Google aimerait bien demander aux décideurs politiques en Californie qu'il n'y ait pas besoin de chauffeurs présents derrière, dans les voitures autonomes, derrière un volant avec des pédales. Eux, ils aimeraient bien, si on simplifie, qu'il y ait 2 gros boutons sur le tableau de bord, le bouton avance, le bouton on s'arrête, et c'est tout, et après la voiture, elle gère tout toute seule. Sauf que là, la Californie, pour l'instant, a déjà fait c'est un projet de règlement, ouais, c'est ça. Et leur idée actuelle, c'est qu'ils aient à bord une personne, un volant, des pédales, et qu'on peut avoir des systèmes sophistiqués d'aide à la conduite, des régulateurs de vitesse, assistance au créneau et tout ça, pour aller progressivement vers des voitures autonomes. Mais en tout cas, ils sont pas prêts du tout à virer l'humain à bord, et l'accident de Google va pas les aider, quoi. Voilà, du coup maintenant on va parler, en fait c'est un podcast super déprimant. Oui, parce que comme d'habitude. On a la... Enfin comme d'habitude quand il y a la Quadrature, pas comme d'habitude pour le podcast. Parler de choses déprimantes. Non mais on a la voiture qui se crache, maintenant on va parler des lois antiterroristes qui sont encore déprimantes dans le quartier libre. Qu'est-ce qui se passe encore ? Eh bien, il se passe qu'on est en état d'urgence depuis maintenant un peu plus de 4 mois et pour encore quasiment 3 mois, puisque l'état d'urgence a été renouvelé à la fin du mois de février. Et on a donc un gouvernement qui cherche à développer des conditions de sécurité maximale face aux risques terroristes et qui, sur sa lancée des différentes lois antiterroristes, lois renseignement, etc., votées depuis 2 ans, a soumis au Parlement une nouvelle loi qui était préparée depuis un certain temps mais qui a été très musclée depuis les attentats du mois de novembre et qui est une loi de réforme de la procédure pénale, lutte contre le crime organisé, contre le terrorisme et contre le financement du terrorisme. Alors, on s'est intéressé à cette loi à la Quadrature, puisqu'on commence à avoir l'habitude de voir dans les lois qui concernent la sécurité en général, pas mal de dispositions qui concernent les droits et les libertés sur le plan numérique. Et comme d'habitude, on n'a pas été très content de ce qu'on y a trouvé. Déjà, peut-être faire le point sur le fond général de cette loi, notamment dans ce qui concerne les questions antiterroristes. On a une sorte de route qui se poursuit, qui enlève petit à petit le pouvoir des juges judiciaires pour les confier à la police et aux juges administratifs. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais globalement ça veut dire qu'on a toujours plus de contrôle par la police et d'actions faites
avec l'aide des services de renseignement et notamment des fameuses notes blanches qui ont été beaucoup mises en cause pendant l'état d'urgence et qui permettent de prendre des mesures en dehors du contrôle du juge, ou du moins avec très peu de contrôle ou un contrôle plus du procureur qui est lié à l'exécutif plutôt que du juge qui est lié au judiciaire. Donc il y a pour nous un clair problème d'indépendance et de séparation des pouvoirs. Et puis il y a des dispositions qui sont vraiment dans la foulée de la loi renseignement ou de la loi antiterroriste. Par exemple, autoriser les IMSI catchers pour la criminalité et la délinquance par la police. Alors en deux mots, un IMSI catcher, c'est un appareil qui va récupérer sur un périmètre donné qui peut être un périmètre entre 50 et 500 mètres à peu près, toutes les données des téléphones portables des gens qui passent sur cette zone. Alors c'est pour lutter contre la criminalité, mais à côté de ça, dans la loi, il n'y a strictement rien qui dit ce qu'on va faire des données de toutes les personnes qui n'ont rien à voir avec l'enquête et qui vont circuler, je sais pas, dans une gare, un centre commercial ou un quartier. C'est-à-dire que là, elles sont collectées, mais elles ne sont pas effacées si on ne s'en sert pas. Voilà, elles sont collectées, mais on n'a aucune disposition pour les effacer. Et quand ça a été discuté à l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent de se passer, la réponse a été de dire ah oui, mais ce serait trop compliqué d'aller vérifier. Alors que même dans la loi renseignement pour les IMSI catchers, il y avait une durée de conservation de ces données. Là, on n'a juste rien du tout. Donc ça fait partie des problèmes qui nous inquiètent beaucoup parce que c'est des millions de données, ça peut concerner des millions de personnes. Imaginons qu'on mette un IMSI catcher, je sais pas, à la gare Montparnasse le matin, c'est des dizaines de milliers de personnes qui passent et qui voient toutes leurs données collectées. Autre type de point qui nous pose un problème, on a toute une partie de la loi qui concerne les gens qui rentrent, en gros les djihadistes qui rentrent de Syrie et d'Irak. On comprend assez bien que les services veuillent les surveiller, mais en gros on a soit la surveillance par le renseignement, et puis visiblement ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas très bien, puisque tous les gens qui font des attentats sont déjà bien connus des services de renseignement. Après il y a la possibilité de les mettre en examen pour des actes de terrorisme, mais là on parle de gens dont on n'a pas suffisamment d'informations pour les mettre en examen. Et bien, il y a toute une série de mesures administratives, donc faites par la police, sur ordre du ministère de l'Intérieur, qui va pouvoir les assigner à résidence, qui va pouvoir leur interdire de rentrer en contact avec certaines personnes. On est tout à fait dans les mesures de l'état d'urgence appliquées à la loi générale. Et puis des mesures complètement nouvelles, comme l'obligation de donner l'intégralité de ses identifiants d'appareils électroniques, c'est-à-dire non seulement le mot de passe de son ordi, mais aussi voilà, toutes les adresses mail avec les identifiants, etc. Les identifiants actuels et à venir pendant une durée d'1 an, ça veut dire en gros obliger les gens à livrer l'intégralité de leur vie privée. Si tu changes de mot de passe sur ton mail, tu es obligé d'aller de toi-même leur dire ça. Ouais. Alors on peut se dire que c'est des gens qui sont pas forcément innocents. Effectivement, c'est des gens qui rentrent de Syrie, d'Irak et ils ont probablement des choses à se reprocher. En attendant, pas suffisamment pour que la justice s'en occupe. Alors pour nous, il y a vraiment un problème dans le fait d'aller remplir cet espace entre on n'a rien à reprocher et on a quelque chose de très clair à reprocher, avec des mesures qui ne sont absolument pas sous le contrôle de la justice. Pour nous, c'est un problème. Ça vient d'être voté à l'Assemblée nationale à une large majorité, parce que la droite est d'accord avec ce type de mesures sécuritaires. Ça va arriver au Sénat à la fin du mois de mars. Ce qui nous pose un problème aussi, c'est que Manuel Valls en a fait une condition quasiment explicite de sortie de l'état d'urgence en disant on a besoin de ces mesures qui sont en gros les mesures de l'état d'urgence dans la loi pour pouvoir arrêter l'état d'urgence. On craignait depuis le début un état d'urgence permanent, il va probablement se faire par le biais de cette loi. Ah, c'est du chantage au vote pour arrêter l'état d'urgence. C'est plus ou moins du chantage. Les juges sont contre, les avocats sont contre, la société civile est contre, les associations de défense des droits sont contre. On commence à avoir l'habitude d'avoir ce genre de front uni contre les lois sécuritaires. Et comme d'habitude, le gouvernement s'en moque et fait voter ces lois au pas de charge, sous la pression terroriste. Ça nous inquiète vraiment beaucoup. Ok. Et la position de la Quadrature du Net, donc sur ces mesures, par exemple, qui sont proposées là dans le projet de loi, c'est que c'est des choses qu'on peut demander si on a quelque chose à reprocher à la personne et du coup on la met en examen officiellement. Voilà, nous on veut un contrôle de la justice très fort et du juge d'instruction, pas forcément du procureur, c'est-à-dire vraiment du juge indépendant. On veut renforcer vraiment ce type de contrôle judiciaire et puis aussi encadrer très très sévèrement toutes les collectes de données qui peuvent avoir lieu. Typiquement, le cas des IMSI catchers est flagrant. Il n'y a strictement rien d'organisé pour ça. De la même façon, il y a encore un alourdissement de toutes les peines pour atteinte au système de traitement automatisé de données de l'État. Enfin, on a un alourdissement là-dessus. On a aussi toutes les grandes questions de chiffrement qui sont arrivées au moment de la discussion de cette loi à l'Assemblée. Et on craint beaucoup de les voir revenir au Sénat, avec toute l'affaire entre Apple et le FBI, où les parlementaires français voudraient, souvent en ignorant complètement
la réalité technologique du chiffrement, obligé à remettre toutes les clés de déchiffrement, obligé à avoir des backdoors, etc. dans les appareils. Donc on se retrouve vraiment, nous, dans une situation où, à nouveau, les appareils électroniques et Internet sont au cœur des questions sécuritaires. Et ça fait longtemps qu'on défend le fait que nos libertés passent beaucoup par le numérique aujourd'hui. On le voit là, quand on a des atteintes fortes aux libertés, elles passent beaucoup par le numérique aussi. Ok, bon bah super. Voilà, on essaye de faire notre travail après de quadrature avec les parlementaires, on essaye d'informer les citoyens. On a malheureusement beaucoup de difficultés à faire barrage à cette pression gouvernementale sur les questions sécuritaires. Ok, là, les prochaines étapes, c'est quoi? Alors les prochaines étapes, c'est la discussion de cette loi au Sénat à partir du 23 mars. Et puis ensuite, comme c'est une loi en procédure accélérée, comme d'habitude, elle ne repassera pas devant l'Assemblée. Il va y avoir, si le texte n'est pas le même entre l'Assemblée et le Sénat, une commission mixte paritaire qui va terminer d'harmoniser la loi. Probablement, elle devrait être promulguée au printemps et peut-être à peu près au moment où la deuxième prolongation de l'état d'urgence va s'arrêter, c'est-à-dire fin mai. Ça va très vite. Hein. Ça va extrêmement vite, oui. Ok. Là, c'est... Ah oui, attends, l'état d'urgence a été prolongé une fois. Il a été prolongé jusqu'au 26 mai, voilà. D'accord. Il faut que ce soit prêt avant, donc. Alors, il faut que ce soit prêt avant, ou alors il risque d'y avoir une troisième prolongation de l'état d'urgence après le 26 mai, sachant qu'il y a l'Euro de foot qui arrive et qui pose de grosses questions de sécurité. Donc on sait très bien que de toute façon le gouvernement ne reviendra pas dans une situation normale avant l'Euro. Ok, et ben on en a encore pour longtemps, suite au prochain épisode. Malheureusement. Du coup, on va passer un peu de musique pour se détendre. C'est une machine musicale, peut-être que tu l'as déjà vue sur YouTube, avec 2000 billes à l'intérieur, construite par un Suédois qui s'appelle Martin Molin et qui a un groupe qui s'appelle Vintergatan et il a composé la musique au nom de son groupe. Et après, en plus, il rajoute une guitare avec... lui, il fait la main gauche et il y a les billes qui tombent à la place de la main droite pour faire la guitare. Enfin, il y a de plus en plus de pistes qui s'ajoutent, c'est vachement bien. Un peu de poésie dans ce monde de brut, c'est tellement bien. Vidéo. Donc, la suite du Quartier Libre. Et le deuxième sujet qu'on aborde avec toi aujourd'hui, c'est la campagne que relance la Quadrature du Net, parce que c'est un vieux truc que vous relancez et qui s'appelle Respect My Net. Voilà, Respect My Net, c'est une campagne qui avait été lancée il y a à peu près 5 ans par la Quadrature et avec d'autres associations européennes. On est à peu près une dizaine d'associations de défense des droits dans l'espace numérique européenne à travailler là-dessus. C'est une campagne qui est très liée à la question de la neutralité du net. Alors on a beaucoup parlé de la neutralité du net il y a quelques années, jusqu'à 2014 à peu près, et puis c'était un petit peu tombé en deuxième plan de nos actions. Voilà. Mais en fait, on arrive là à une période assez cruciale, c'est que le règlement européen sur la neutralité du net, il a été voté au mois de novembre et il va rentrer en application dans les mois qui viennent. Si on se rappelle un petit peu, le règlement est pas très satisfaisant parce qu'il définit pas bien ce qu'est la neutralité du net. Donc pour nous, ça nous convenait pas. C'est-à-dire, il dit quoi et il donne des grands principes d'internet ouvert, mais il précise pas ce que nous on voulait, c'est-à-dire une définition assez stricte de la neutralité du net et puis une définition tout aussi stricte de ce qu'on appelle les services spécialisés, c'est-à-dire les moments où on a le droit d'aller agir pour garantir un service, un service garanti sur certains services, avec des cas très précis pour que... T'as rien compris. Alors je recommence. Je recommence à quel endroit Oui, donc le règlement européen. Oui. Il n'a pas vraiment défini ce que devait être la neutralité du net, c'est-à-dire ce principe selon lequel on ne doit pas discriminer ce qui transite sur le réseau pour des raisons commerciales, de concurrence, etc. Nous, on voulait une définition stricte. Le règlement se cantonne à des grands principes d'Internet ouvert. On voulait aussi qu'ils définissent très précisément ce qu'on appelle les services spécialisés. Les services spécialisés, voilà, c'est des services qui peuvent être priorisés
pour des bonnes raisons. C'est-à-dire pas simplement parce que c'est le service qui est lié à tel opérateur qui va passer devant un service concurrent ou autre. Ça nécessite des règles très strictes. Je vais en parler après, je vais donner des exemples. Ça nécessite des règles strictes. On voulait ces règles strictes, elles n'ont pas été votées. Donc aujourd'hui, on a les régulateurs européens, c'est-à-dire en France c'est l'ARCEP, mais il y a l'équivalent de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, un peu partout en Europe. Cet organe de régulateur européen, il est chargé dans les mois qui viennent d'élaborer les règles plus strictes d'application de cette neutralité du net. C'est un travail, en gros, ils vont définir, ça c'est autorisé, ça on peut prioriser, ça on peut pas, je sais pas, tel fournisseur d'accès n'a pas le droit de bloquer l'accès à tel type de service. C'est vraiment des choses très précises. Et du coup, nous on a décidé de relancer Respect MyNet pour les aider. Respect MyNet, c'est un site où on va pouvoir rapporter, noter, inscrire des cas d'atteinte à la neutralité du net. Et puis une fois qu'on a un cas qui est bien décrit, les internautes peuvent dire moi aussi je rencontre la même difficulté, moi aussi j'ai constaté le même cas. Genre, je suis chez Free et je n'arrive pas à aller sur YouTube à 20h. Voilà, par exemple. Ça, c'est le cas, c'était le cas principal sur la précédente version de Respect MyNet, qui a été confirmé plus de 700 fois par des internautes. Et qui sous-entend donc que Free aurait une action sur le trafic en direction de YouTube en disant, en le bridant aux heures de très grande écoute. Mais ça peut être aussi des constats comme quoi le peer-to-peer est bloqué chez certains fournisseurs d'accès. Ça existe, il y en a qui bloquent le peer-to-peer. Oui, ça existe pas forcément beaucoup en France, mais ça a été rapporté dans la précédente version de Respect MyNet. On a aussi des cas de gens qui n'arrivent pas à accéder à des serveurs auto-hébergés ou à pouvoir faire sortir des communications de leurs serveurs auto-hébergés. On a des cas de VPN qui sont bloqués, on a ce genre de situation-là. Les VPN, c'est des systèmes qui permettent d'anonymiser qui permettent de sortir à un autre endroit que sa connexion classique. Et pirater en toute sécurité. Mais ou autre chose, ou simplement de sécuriser une connexion. Je sais pas, je suis en télétravail avec mon entreprise. C'est l'utilisation la plus répandue quand même, non? Je suis pas sûre que ce soit l'utilisation la plus répandue. Beaucoup de gens qui travaillent en télétravail avec des grandes entreprises ont des VPN entre leur domicile et l'entreprise pour permettre d'être sûr qu'on est sur les mêmes sur le bon tuyau. Non, le VPN n'est pas forcément du tout utilisé. Je ne sais pas quelle est l'utilisation maximale, enfin la principale, mais en tout cas, ça sert à bien d'autres choses qu'à d'aller pirater des contenus. Bref, du coup, on a réactivé cette campagne, on a refait un nouveau site et on invite les internautes à regarder. Alors, c'est pas forcément hyper accessible au plus grand public, mais pour un public qui a un peu l'habitude de regarder ce qui se passe sur sa connexion Internet, on les invite fortement à aller noter les cas qui leur semblent étranges, ce qui leur semble relever de la priorisation. Je ne sais pas si je constate par exemple que je ne peux pas utiliser Skype sur mon téléphone mobile. Ça, c'est aussi un cas qui est beaucoup revenu. Skype il y a des opérateurs mobiles qui... Alors de moins en moins, mais ça a été Skype. Beaucoup le cas il y a quelques années, où ils bloquaient Skype parce que ça faisait concurrence, tout ce qui était VoIP en fait faisait concurrence à leur propre service. Voilà. Ça, c'est le type Par exemple, le FaceTime d'Apple. Exactement, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de service d'atteinte à la neutralité du net. Si je suis, j'ai mon abonnement chez un opérateur, j'ai le droit d'installer les applications que je veux et de choisir d'utiliser FaceTime ou Skype ou autre chose. C'est pas à l'opérateur de décider pour moi ce que je dois utiliser. Donc voilà, donc on a relancé. C'est respectmynet.eu. Exactement. Il y a un formulaire à remplir. Voilà. Alors pour l'instant, c'est en anglais. On est en train de travailler à des traductions dans plusieurs langues. Ça va probablement être accessible en français, allemand, espagnol, néerlandais, avec toutes les associations européennes. C'est une campagne qu'on lance sur plusieurs mois, parce qu'on a besoin de récolter comme ça beaucoup de cas. Sur la précédente version, on avait à peu près entre 550 et 600 cas différents répertoriés, chacun avec 200 confirmations, 50 confirmations, etc. Donc là, on repart sur la même logique. Confirmer d'avoir le même problème que quelqu'un au lieu de le redéclarer. Typiquement, le Free YouTube, on l'a eu plus de 700 fois confirmé sur la précédente version. Et puis on a l'ARCEP en France et puis les autres régulateurs qui vont regarder ce qui se passe là-dessus. Et on espère que ça va les guider et leur montrer quelles sont les conséquences concrètes d'une trop faible régulation de la neutralité du net en Europe. D'accord. Alors on a quoi comme exemple de problèmes qu'on peut signaler? Donc on a Il y a les sites qui sont ralentis, et notamment tout ce qui concerne la vidéo. Il y a des termes un peu techniques. Il y en avait un qui s'appelait zéro quoi déjà? Mais si, la question que je t'ai posée hier, il y a un type tout ce qui est le zéro rating. Alors le zéro rating, c'est un cas assez particulier où un accord entre un site, une plateforme ou autre et un opérateur fait que
mes accès à cette plateforme vont pas être décomptés de mon forfait. Je sais pas, par exemple, une offre avec YouTube en illimité gratuit. Ça se faisait dans les forfaits mobiles pour les jeunes, ça. Ils Exactement, disaient, t'es bloqué à je sais pas combien de mégaoctets d'internet, sauf Facebook et Twitter en illimité. Exactement. Et ça, c'est des accords qui sont faits directement entre Facebook et l'opérateur. Pour nous, c'est embêtant parce que c'est de l'atteinte à la neutralité du net positive, la discrimination positive. Mais en gros, ça privilégie énormément ces plateformes qui ont de l'argent ou qui ont les moyens de négocier ce genre de partenariat au détriment d'autres services. Donc pour nous, c'est une claire atteinte à la neutralité du net, sachant que pour pouvoir, comme ça, ne pas décompter certains contenus ou certains accès d'un forfait, ça veut dire qu'il faut aller regarder ce que fait la personne, à quoi elle veut accéder sur Internet pour dire ça c'est gratuit et ça rentre dans le forfait. Donc on est clairement dans une atteinte à la neutralité du net qui se développe parfois pour des raisons tout à fait bénéfiques. Par exemple, Wikipédia est beaucoup accessible en zéro rating dans pas mal de pays. Il n'empêche qu'on est clairement dans une atteinte à la neutralité du net et qu'il faut le noter comme tel et l'interdire comme tel. Même quand ils font ça pour le bien, pour la promotion de la culture et du le problème, c'est c'est très bien pour la promotion de la culture, c'est très mauvais pour la diversité d'Internet parce qu'en fait, on priorise, on met en avant, c'est comme de la tête de gondole en fait dans un supermarché, on met en avant certains sites et pas d'autres et on privilégie forcément le reste, on privilégie ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui sont le plus visibles et ça c'est mauvais pour la diversité d'Internet en général. Okay. Donc l'inverse, c'est par exemple les fournisseurs d'accès qui brident des sites, qui brident des protocoles comme le peer-to-peer. Exactement. Il y a quoi d'autre? Il peut y avoir, c'est beaucoup ça. Certains. Alors après, il y a des choses qui relèvent pas de la neutralité du net, mais qui sont tous les blocages judiciaires de sites comme Pirate Bay ou autres. Ça, c'est pas des atteintes à la neutralité du net, mais parfois, on n'est pas forcément sûr qu'il y a une décision de justice. Donc, on a eu des rapports là-dessus de certains sites qui étaient bloqués sans qu'on sache réellement si c'était suite à une décision judiciaire. On n'est pas obligé maintenant de passer par une décision judiciaire. Ah ben on a la censure de djihad dans un site. Alors ça c'est encore autre chose, mais c'est pareil, c'est pas de l'atteinte à la neutralité du net, mais on a aussi la censure administrative de sites par le ministère de l'Intérieur effectivement. Ok. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui ont compris ce que c'est que la neutralité du net et on réexplique ce qu'est la neutralité du net sur le site. Il faut pas hésiter à aller retourner voir sur le site de la Quadrature pour avoir plus d'indications. De tous les termes. Exactement. Et puis nous contacter si jamais vous avez envie de participer et sans trop savoir comment faire. On peut réexpliquer au besoin en quoi ça consiste. Ok, et donc les discussions sur lesquelles vous voulez peser avec cette base de données, ça va se passer quand? Alors, les régulateurs européens sont en train de travailler dessus. Ils vont probablement lancer une consultation à destination du grand public au courant de l'été, mais à notre sens, c'est trop tard parce que les règles seront déjà probablement bien avancées. Donc il faut vraiment agir maintenant, avec probablement des règles strictes qui seront données fin août, début septembre par les régulateurs, mais on n'a pas de date très très précise. Et c'est pour ça que nous on l'a lancé assez tôt pour avoir le temps de récolter le maximum de cas. Il faut arriver avec un gros dossier. Exactement. C'est comme ça que ça marche. T'arrives avec ton dossier. En disant, regardez, nous, on a tout ça sur la table. Et franchement, on sait que dans la précédente version, c'était déjà consulté largement par les régulateurs quand ils avaient besoin de voir un petit peu ce qui se passait sur les réseaux. Ils le prennent tout à fait au sérieux. C'est quelque chose d'assez intéressant. Ils prennent tout à fait au sérieux la participation des citoyens sur ce type de campagne sur la neutralité du net. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Ok, quand ça sera en français, ça sera encore plus facile. Ce sera plus facile, mais enfin, ça reste assez compréhensible, je pense, en anglais pour l'instant aussi. Ok, super. Merci Adrienne. Et est-ce que tu veux regarder des gifs animés? T'as intérêt à dire oui, sinon l'émission s'arrête maintenant. Hein. Des gifs animés. Tenté de dire non, mais... Des scientifiques qui se battent à la Street Fighter. Ouais, pourquoi pas. Bon, cool. C'est un illustrateur brésilien qui s'appelle Diego Sanchez et qui participe actuellement au développement d'un news game. Un news game, c'est un jeu vidéo qui parle de l'actualité de façon un peu pédagogique pour le magazine portugais Super Interessante, qui, je pense, veut dire super intéressant et qui parle de choses super intéressantes. Et donc le jeu apparemment parlera de science, voire de scientifiques qui se castagnent, puisque Diego Sanchez a mis en ligne sur son portfolio en fait des gifs animés qu'il a fait pour le jeu, qui ressemblent à ça.
et qui sont les scientifiques les plus connus de l'histoire qui ont des attaques spéciales liées à leur découverte. Alors là, on a Stephen Hawking qui nous fait une attaque trou noir. Il a aussi une attaque trou de verre pour se téléporter d'un endroit à l'autre. Là, on a Nikola Tesla et son attaque transformateur électrique, qui me plaît beaucoup. Nous avons qui? Nous avons Marie Curie qui fait une attaque radium. Elle a aussi une attaque polonium, je crois. Et nous avons Darwin qui nous fait une attaque évolution. Il a aussi une attaque liée aux espèces où il soulève son manteau, où il y a des chauves-souris qui sortent. Les gifs sont vraiment très rigolos, donc je vous invite à aller les voir sur le portfolio de Diego Sanchez. Et surtout, j'espère qu'on pourra jouer à son jeu en ligne gratuitement et qu'on pourra en faire un chronophage parce que ça a l'air tellement bien. Et puis, voilà. Et c'est l'heure des poils. Et est-ce que tu as vu cette vidéo d'un singe qui regarde... C'est super à la mode, il y en a plein d'ailleurs, de singes qui regardent des tours de magie. Ah non, je suis plutôt loutre en ce moment, donc c'est... Ah, la loutre, c'est vachement à la mode. Mais les singes comprennent les tours de magie d'humains, en fait. À poil. C'est une vidéo de Dan Zaleski, et c'est un orang-outan, si vous ne connaissez pas un singe. Tu regardes le gobelet. Il y a une cerise dans le gobelet. Je vais pas faire. T'as l'impression qu'il comprend rien. Il s'en remet pas. You crazy guy. Voilà, voilà. Bon, bah, merci Adrienne, et j'espère que la prochaine fois tu viendras avec des bonnes nouvelles. Bah écoute, ouais, essaye d'aller en parler à Manuel Valls et ensuite je reviendrai. Je vais en toucher deux mots. Non, mais il commence à y avoir déjà une petite liste de cas signalés sur Respect My Net. Ouais, donc, ça c'est, enfin voilà, Respect My Net, c'est un truc positif, c'est-à-dire qu'on peut participer à élaborer des règles qui soient bonnes pour tout le monde sur la neutralité du net. Ça c'est vachement ça va positif. forcément quand même. Ça, influencer c'est bien. le truc. Voilà, exactement. Et puis les gens participent déjà, donc c'est cool. Voilà, donc c'est cool. Oui, c'est cool. Allez, salut.